Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire intitulé Conseils et outils pour des embauches réussies. Euh, je vais donner le temps aux gens de pouvoir se connecter à la plateforme et donc on va commencer le webinaire dans quelques secondes, le temps de donner quelques secondes aux gens pour se connecter. Alors, comme je le disais, bienvenue à ce webinaire intitulé Conseils et outils pour des embauches réussies. Ça nous fait grand plaisir de vous accueillir en grand nombre aujourd'hui. Mon nom est Jasmin Guénette, je suis le vice-président aux affaires nationales à la FCEI et je suis accompagné de deux de mes collègues, Jean-Marc Usher, qui est gestionnaire principal au département des ressources aux entreprises. Salut Jean-Marc. Et je suis avec Marianne Chouinard, qui est chef d'équipe, elle aussi, au département des ressources aux entreprises. Salut Marianne. Salut Jasmin. Bonjour tout le monde. Et donc, ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. L'ordre du jour, là, c'est assez simple. Là. On va parler de différentes choses qui concernent les procédures d'embauche. Là. Donc, tu sais, que ce soit la publication d'une offre d'emploi qu'on veut le plus accrocheuse possible, des bonnes pratiques pour mener des entrevues, des étapes à suivre lorsqu'on veut faire une embauche, rédiger un contrat d'emploi, tout ça. Intégrer et garder les employés parce que au fond, quand on cherche quelqu'un, l'objectif c'est de garder la personne évidemment le plus longtemps possible. Et qu'est-ce qu'il faut savoir au niveau de la réglementation, de la conformité au règlement quand vient le temps d'embaucher du personnel. Et puis, ben, comme toujours, on aura du temps pour répondre au plus grand nombre de questions possibles. Parlant des questions, vous avez au bas de votre écran un icône là. Si votre plateforme est en anglais, c'est Q&A. Si votre plateforme est en français, c'est Q et R. Donc, vous pouvez poser vos questions durant le webinaire en utilisant l'icône Q et R ou Q et A. Et puis, on va tenter de répondre au plus grand nombre de questions possibles durant le webinaire. Puis si jamais on n'est pas en mesure de répondre à toutes les questions, ben, ça nous fera plaisir de faire un suivi avec vous par la suite. On sait, là, embaucher, c'est pas facile. Les statistiques sur la main-d'œuvre et l'embauche montrent qu'entre 20 et 50 des candidats embauchés sont en quelque sorte des erreurs d'appréciation. Fait souvent, on va se tromper. Embaucher, c'est pas facile. C'est une des tâches les plus difficiles en tant que chef d'entreprise ou en tant que gestionnaire. C'est encore plus difficile quand on n'a pas nécessairement tous les candidats qu'on voudrait avoir sous la main. Puis ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de temps. Il faut bien se préparer. Donc, le webinaire aujourd'hui là, vise au fond à vous aider à bien vous préparer, à c'est quoi les meilleures pratiques, quelles sont les ressources disponibles. Puis vous le savez, là, embaucher, c'est pas une mince affaire. Puis présentement, ben, il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre. Donc, vous le vivez sur le terrain. Quand on pose la question à des gens là, comme vous qui avez une PME ou bien si vous gérez une PME, c'est quoi qui limite le plus vos ventes? C'est quoi qui limite le plus l'augmentation de votre production? Ben, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée ou non qualifiée, là, ben, c'est les principaux enjeux qui limitent les entreprises dans leur croissance au niveau des ventes puis de l'augmentation de la production. Et donc, c'est vraiment un enjeu majeur. C'est une des priorités d'ailleurs de la FCI pour essayer de trouver
des solutions, aider les gouvernements à mettre en place des solutions, proposer des recommandations qui vont amener des pistes de solutions pour aider les PME à faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Et d'ailleurs, parlant de pénurie de main-d'œuvre, on a un petit sondage pour vous qui devrait apparaître à l'écran là, dans peu de temps. Puis, au fond, on vous demande, présentement, est-ce que vous êtes à la recherche d'employés? Puis, si oui, ben, quel type d'employés ou quelle catégorie, disons-le comme ça, d'employés vous cherchez? Donc, des débutants, des intermédiaires ou des expérimentés. Donc, on va prendre quelques secondes, répondre aux questions, à la question, et puis on va pouvoir regarder le résultat du vote dès que les réponses sont rentrées. Mais comme je l'ai dit, la pénurie de main-d'œuvre, c'est un enjeu majeur. Lorsqu'on fait des rencontres auprès des élus, c'est toujours un élément important de nos présentations. Puis là, ben, vous voyez, parmi vous, là, c'est près de 60% qui cherchent des employés de niveau intermédiaire. Puis c'est séparé presque également entre les employés de niveau débutant et les employés de niveau expérimenté. Donc, on cherche des gens pour venir combler des besoins au sein de l'entreprise. Et donc, avoir une bonne offre d'emploi, une annonce qui est accrocheuse, un bon processus d'entrevue, un bon processus de rétention pour garder les gens, ben ça devient une priorité, là, essentiellement. Et c'est quoi la procédure de recrutement? Ben, on va passer ça plus en détail avec mes collègues là, dans quelques secondes, mais ici, là, vous avez la route qui mène à la rétention. On peut dire ça comme ça. Puis, parce que quand on rencontre des candidats, puis on fait une offre pour quelqu'un qui, on souhaite là, une offre qui sera acceptée pour quelqu'un qui vient travailler dans notre entreprise, l'objectif, c'est de garder la personne le plus longtemps possible. Donc, ça, c'est la route vers la rétention. Le dernier stop, là, on veut vraiment s'assurer que tout ce qu'on fait, c'est pour garder les employés le plus longtemps possible au sein de l'entreprise en commençant par une publication d'une offre qui vient, au fond, chercher les gens, qui pique la curiosité jusqu'au moment où on fait une offre, on intègre la personne, puis on s'assure de la garder le plus longtemps possible. Donc, ça, c'est la route de la présentation aujourd'hui, la route qui mène vers la rétention à long terme des employés. Et sur ça, ben, je vais passer la parole à mon collègue, à mes collègues, Jean-Marc et Marianne, pour la suite de la présentation. À toi, Jean-Marc. Merci beaucoup, Jasmin. Et oui, comme Jasmin l'a mentionné, Glody, si on peut repartir juste en arrière rapidement sur le chemin. Donc, effectivement, si vous voulez, la rétention commence à partir du processus de recrutement. Aujourd'hui, on va essayer de passer un peu à travers des stratégies justement de rétention, mais aussi de recrutement qui vont peut-être vous permettre d'améliorer votre processus parce que on le sait, en tant que PME, vous faites face à énormément de compétition, énormément de pression. Et vous voulez des astuces ou des manières de pouvoir utiliser moins de ressources pour avoir un très bon résultat. Alors, on voit un peu la petite route là, c'est plutôt une odyssée là, un cheminement pour la rétention, parce qu'une odyssée parce que c'est un voyage, hein, il y a des bonnes aventures comme des mauvaises aventures sur le chemin. Je suis sûr que vous avez des anecdotes en tant que propriétaire de PME. Donc on va passer à la prochaine diapo. On va parler un peu, si vous voulez, de la publication donc d'une offre d'emploi accrocheuse et les 3 étapes simples à suivre. Donc, en termes de publication d'offres, faut faire la différence entre la publication et la description de poste. Votre description de poste, c'est le document interne qui vous permet d'évaluer la performance de l'employé, mais surtout au début de l'emploi, de lui montrer un peu les attentes, et c'est aussi votre document phare en termes de recadrement pendant la période de l'embauche. Donc, quand les choses ne marchent pas, ben vous repartez à la description de poste
Donc, elle est un peu plus détaillée que l'offre d'emploi. Une offre d'emploi, c'est votre document vendeur. C'est le document qui va, oui, donner, si vous voulez, une emphase sur l'emploi, sur la position, mais c'est le document qui va vous permettre de vendre votre entreprise. Non seulement ce que vous offrez à votre employé, mais aussi les attentes, les valeurs de votre entreprise et les valeurs que vous attendez de vos futurs candidats. Donc, l'offre d'emploi est plutôt un document marketing. C'est comme si vous vendez un produit, en fait. C'est vraiment ce que je veux que vous reteniez dans la publication. C'est vraiment, voyez ça comme vendre un produit, vendre votre service. Oui, Marianne, Oui, j'ai une question pour toi justement là-dessus. ouais. La question qu'on a reçue au préalable, c'est le salaire doit-il être indiqué dans l'offre d'emploi? J'imagine qu'ici, on parle plutôt de la description de poste, là, celle qui va être utilisée pour recruter des candidats. Donc, est-ce qu'on doit inscrire le salaire là-dedans? Ben, ça tout dépend du niveau, je pense. Tout dépend de l'entrepreneur. Je pense que c'est un choix individuel. Donc, dans certains cas, si on veut le faire pour être transparent dès le début de ce qu'on peut offrir, ce serait quelque chose à faire. Si on ne veut pas le faire, on n'a pas à le faire. Tout va dépendre aussi du site d'emploi. Par exemple, si vous passez à travers Guichet Emploi Canada, le site du gouvernement pour publier une offre d'emploi, vous allez être forcé de mettre, si vous voulez, un salaire, ou Oui. peut-être un range. Donc, tout va dépendre aussi du site que vous allez utiliser. Donc, moi, je pense que ça dépend. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Oui. Ben, moi, je pense que, tout comme toi, tu as vraiment bien répondu à la question, mais j'ajouterais aussi, si vous savez que votre salaire, il est compétitif et que ça ne vous dérange pas de l'indiquer, ben, indiquez-le parce que ça va vous aider à aller chercher le plus de candidats possible. Par contre, des fois, des salaires élevés, on va aller chercher beaucoup de candidats, bon, en quantité, mais peut-être pas toujours en qualité. Donc, ça, il faut faire attention. Si vous savez pertinemment, par contre, que vous n'êtes pas capable de compétitionner avec les autres entreprises au niveau du salaire, ben, ne mettez-le pas. Mettez l'emphase plutôt sur les conditions de travail que vous pouvez offrir. Comme ça, vous allez aller chercher plus de candidats possibles. Je te laisse Super. continuer. Merci, Marianne. Alors, effectivement, les conditions, ça nous emmène sur le deuxième point. Assurez-vous que votre offre d'emploi est accrocheuse. Donc, on va parler des conditions de travail. Si vous avez des avantages à mettre, et quand on parle d'avantages, on ne parle pas forcément des REER. Ça peut être le stationnement gratuit parce on a des places de stationnement. Ça peut être proche du transport en commun ou on offre peut-être aux employés les passes mensuelles pour le transport en commun. Ça peut être aussi des offres de formation à l'interne, de perfectionnement, donc pour les employés qui essayent de se perfectionner. C'est vraiment votre offre en tant qu'entreprise qui peut sortir un peu des avantages classiques comme les avantages collectifs. Vous avez aussi, à travers la FCI, en votre adhésion, vous avez accès à des programmes du style comme ViewBiz, qui est une plateforme de formation en ligne qui permet à vos employés d'aller se perfectionner. Vous avez aussi accès au régime Primature qui vous permet d'offrir des assurances collectives, tout comme une grande entreprise à des rabais assez attrayants. Donc, votre adhésion à FCI vous donne aussi des avantages à ce niveau-là. Et dernier point, trouver des candidats. Alors, la manière aujourd'hui, c'est classique, c'est de faire des publications à travers des plateformes, des sites d'emploi. Mais il y a tellement de compétition en ligne que vous devez quand même maintenant penser un peu en dehors du moule. Donc, le bouche à oreille, discutez avec vos clients, dites à vos clients à qui vous faites confiance, bien sûr, euh, que vous cherchez du monde. Ça peut être du bouche à oreille. Donc, euh, la pharmacie du quartier qui recherche des employés. Mettez des annonces sur vos vitrines. Je sais que ça, c'est des choses qui se faisaient avant, mais ça se fait toujours et je pense que c'est ça. Vous pouvez aussi avoir des passants si vous êtes sur une rue populaire qui peuvent rentrer et puis voir que vous avez besoin d'aide. Recommandation de vos employés. C'est généralement aussi une des meilleures avenues parce que vous avez des employés à qui vous faites confiance, qui, eux, vont aller vendre de postes à des amis, à des membres de la famille, etc., etc.
Dépendamment de l'audience que vous cherchez, les centres communautaires de rencontres communautaires peuvent être aussi des endroits où vous pouvez aller pour publier vos offres. Donc, si jamais vous cherchez des gens d'une certaine catégorie d'âge, vous pouvez aller dans les centres communautaires et ça va vous permettre de recruter ce monde-là. Si vous avez plus de succès avec ces employés-là, collège, université, etc. Ces deux points-là, pourquoi on les a mis là? C'est parce qu'il faut que vous connaissiez votre audience. Vous avez déjà travaillé avec certaines personnes qui ont eu du succès dans votre environnement de travail et d'autres qui n'ont pas. Ben, si vous avez du succès avec une certaine démographie, ben, allez-y, ciblez-la. Puis allez où cette démographie-là se déplace. Donc, si c'est dans les universités, allez-y. Si c'est dans les cafés, allez-y. Si c'est dans les centres communautaires, allez-y. Parce que vous avez énormément de compétition en ligne et vous avez des entreprises qui ont énormément de ressources pour vous faire de la compétition sur les sites d'emploi. Donc, vous, en tant que PME, vous devez quand même utiliser d'autres types de ressources. Maintenant, en ligne, bien sûr, mais pas forcément sur les sites d'emploi. On peut aller aussi sur les médias sociaux, donc du type Facebook, Twitter, LinkedIn ou Instagram. Ça peut être des endroits où vous pouvez faire des publications. Et ça sort un peu en dehors du commun, mais c'est des choses que vous pouvez utiliser. Et je vais vous montrer des exemples après, mais je pense que Marianne a une question aussi à ce sujet-là. Oui, on a reçu une question par rapport à LinkedIn. La question est, est-ce qu'il faut absolument passer par un chasseur de tête pour approcher des candidats sur LinkedIn? Et si oui, quelles sont les règles? Ben, on n'a pas besoin de passer par un chasseur de tête pour approcher un candidat sur LinkedIn. On peut aller directement sur le profil du candidat et lui envoyer un message. LinkedIn a aussi un abonnement spécifique pour ce type de service-là. Donc, si vous cherchez à avoir un compte premium LinkedIn de recrutement qui vous donne accès, en fait, si vous voulez, à certains outils. Justement pour ça, aller chercher les candidats, les profils qui sont qui se rapprochent plus de votre publication. Vous pouvez aller directement au candidat et lui demander, moi je pense que c'est vraiment la meilleure manière de demander à discuter avec cette personne-là, juste un appel de courtoisie. Vous aimez le profil, vous aimeriez apprendre plus de cette personne-là. Est-ce que c'est possible d'avoir une conversation de 30 minutes? Ça peut être le premier point de contact avant peut-être une entrevue. Alors, je vous encourage de passer. Donc, les sites, bien sûr, de recrutement classiques comme Indeed, Monster. Indeed a une fonction gratuite. Si vous ne faites pas trop de volume de recrutement, vous avez accès à cette fonction-là. Puis guichet emploi, comme on en a parlé. Et en dernier lieu, les agences de recrutement qui, elles, offrent le service d'aller chercher des candidats pour vous. Alors, je vous ai parlé de stratégies médias sociaux et d'offres accrocheuses. Je vais vous montrer des exemples que j'ai trouvés intéressants, que je vais partager avec vous. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce type de publication-là, mais voilà, sur Instagram, dans ce type de situation-là, c'est 2 restaurants, mais vous voyez que les images quand même sont accrocheuses. On a à gauche un buffet royal, je dirais, très 1990, là, parce que je ne pense pas que de nos jours, on fait des buffets de ce style-là, mais ça demande, nous cherchons quelques personnes de qualité pour joindre notre équipe de cuisine. Poste à temps plein, poste à temps partiel, cuisinier ou plongeur, envoyez vos CV à ce courriel-là. Très concis, ce n'est pas une description de poste, ça demande ce qu'on veut. Avec l'image, on arrive à capturer l'attention parce que c'est un peu hors du commun, l'image. On va directement à l'information où envoyer le CV. On a aussi l'information en anglais qui suit. L'autre image que j'aime bien, c'est pas une scierie, c'est pas des bûcherons, c'est bien un restaurant. D'accord? Et donc, là, qu'est-ce qu'ils disent? Ben là, dans l'image, ils démontrent l'esprit d'équipe dans cette illustration-là. Puis là, dans les descriptions, ils vous disent « Nous embauchons, we're hiring pour tout poste en salle à manger et en cuisine. » Donc, c'est complètement différent. Là, on a notre attention qui va sur l'image, mais quand on voit la description, elle est un peu différente. Donc, c'est des astuces simples qui sont gratuites, qui ne vous coûtent rien,
juste de la créativité, un peu d'humour aussi, et ça va chercher l'audience ciblée. Je pense que c'est une bonne impression qu'on a sur les candidats quand on fait ce type de publication-là, qui sortent un peu du moule traditionnel, si vous voulez, de la publication d'offres d'emploi. Si on peut passer à la prochaine diapo. Alors, dans cette diapo-là, on voit à peu près la même chose, mais sauf que là, on demande aux collaborateurs de s'impliquer dans le processus. Pourquoi? Parce que ça illustre un peu notre vie d'entreprise. Là, on a un collaborateur qui a une pancarte qui dit « Nous cherchons en salle, comme en cuisine, des personnes pour agrandir notre famille ». Moi, je pense que dans cette phrase-là, ça dit tout. C'est un environnement familial. On voit aussi que pendant qu'on prend une photo, on a un employé assidu derrière, donc c'est très professionnel. Puis ça donne une vitrine un peu sur l'environnement de travail. Et quoi de mieux que d'avoir des employés qui ont fait 10 ans, 5 ans, 20 ans avec vous, qui peuvent, eux, être comme image de marketing pour votre entreprise. Vous pouvez vous montrer déjà qu'il y a des employés qui sont là depuis longtemps. Vous montrez aussi que ces employés-là sont contents, mais qui veulent avoir d'autres personnes, des collègues qui viennent s'ajouter à la famille. Donc, n'hésitez pas dans le processus, ça c'est une publication Facebook, n'hésitez pas aussi dans le processus avec les médias sociaux à impliquer vos employés dans le processus. Je vais aussi vous demander si vous avez des astuces que vous voulez partager avec on a 173 personnes en ce moment. Si vous voulez partager vos astuces avec d'autres personnes, n'hésitez pas à les mettre dans le Q&A, puis on va aussi les partager à voix haute. Donc ça, c'est des petites astuces qu'on a en termes de être assez rapide dans le processus, être aussi flexible, mais utiliser le maximum de ressources sans avoir à trop dépenser. Je pense que les médias sociaux, les centres communautaires, les universités, les cafés de la région ou les restaurants de la région peuvent être des endroits où vous pouvez aller publier des offres d'emploi. Donc, juste pour vous donner des petites idées. Marianne? Oui, il y a quelqu'un qui dit en fait que semblerait-il que ce serait interdit dans certaines écoles d'afficher des postes. Il veut savoir si on a plus d'informations là-dessus. Effectivement, peut-être qu'il y a certains établissements qui l'empêchent, mais il y a des établissements qui ont ce qu'on appelle des conseillers pour l'emploi. La plupart du temps, au niveau des collèges, au niveau des cégeps, au niveau des universités, c'est plus facile parce que généralement, ils ont des départements spécifiques pour aider les étudiants à se trouver des emplois. C'est sûr qu'au niveau des lycées, ça va dépendre si c'est quelque chose qui va être fait. Donc, il va falloir se renseigner auprès de l'école. Ce n'est pas une règle globale, mais ça va dépendre de l'établissement en question. Exact, oui. Ouais. OK. Merci. On va passer à la prochaine diapo. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait à la FCEI? Parce que nous aussi, on est victime de la pénurie de main-d'œuvre. Nous aussi, on est victime de la compétition des autres organisations et on a perdu du personnel, on a embauché du personnel et on est toujours à la recherche de talents pour mieux vous servir. Ça, c'est une nouvelle initiative qui a été prise par notre département de ressources humaines et aussi, dans cette image-là, mon collègue Simon Gaudreau, qui est le chef dans le département, le vice-président de notre département de la recherche ici à la FCEI. Comme vous voyez dans cette image-là, donc déjà, on a une illustration qui démontre assistante recherche, mais dans l'illustration, on montre un peu la flexibilité. Donc, on a quelqu'un qui est sur son canapé qui coordonne et qui plus ou moins travaille de la maison. Pourquoi on démontre ça? Parce que c'est ce type d'audience qu'on vise, d'accord? Donc là, on dit, tu veux travailler à temps plein? C'est oui. Tu veux travailler à temps partiel? Pas de problème. Que ça soit en Toronto, Montréal ou Ottawa, que tu sois à Trois-Rivières, on a de l'espace. On a de l'espace bureau. Tu veux travailler de la maison? C'est possible. Cette annonce-là démontre un peu la flexibilité. Vous voyez, on ne rentre pas tout de suite dans les tâches. Peut-être qu'on va cliquer sur l'application officielle, on va voir les tâches, mais l'annonce est accrocheuse. Juste en regardant l'image,
et aussi les descriptions, on voit déjà qu'on pousse pour accrocher l'audience. Donc, c'est vraiment aussi les astuces ici à la FCI qu'on utilise aussi à l'interne pour aller chercher du talent pour mieux vous servir en tant que PME. Donc, des petites astuces comme ça, de toute façon, vous allez avoir une copie de la présentation, donc je vous invite aussi à vous en inspirer. On va passer à la prochaine diapo. Très bien. Donc, pratique exemplaire pour mener des entrevues, liste de vérification. Donc, premièrement, juste vous assurer, pour vous dire que comme la description de poste, on a un gabarit qui va vous être envoyé par courriel. La même chose pour les ressources de questions d'entrevue. On a certaines questions, des ressources qui vont vous être envoyées aussi, le gabarit qui va vous être envoyé par courriel. Alors, avant de commencer, moi, quand je parle d'entrevue, étant donné que vous êtes l'employeur, c'est vous qui avez le contrôle sur l'entrevue. Donc, la première chose à faire, c'est de mettre le candidat à l'aise. C'est le point le plus important parce que là, vous allez pouvoir tirer le maximum du candidat. Donc, avant même de commencer dans les questions formelles, allez-y avec une petite discussion pour briser la glace, peut-être sur le match de hockey qui a eu lieu la nuit d'avant, si vous êtes passionné de hockey, sur la météo, sur un événement spécifique qui se passe dans votre communauté, juste pour avoir un peu une petite discussion de 2-3 minutes avec l'employé, style de briser la glace et de le rendre à l'aise. Et lui dire en fait que c'est vraiment une discussion qu'on va avoir aujourd'hui pour déterminer un peu s'il est un bon candidat pour le poste. Et maintenant, dans l'entrevue, vous voulez aller avec des questions comportementales. Vous voulez vraiment vous baser sur des exemples d'antécédents. Donc, quand un candidat répond à vos questions, ce qui serait intéressant de demander, c'est « OK, on ne veut pas juste une question générale. On veut savoir quelle était la situation, qu'est-ce que tu as fait dans cette situation-là et quel était le résultat. » Si le candidat est trop jeune et qu'il n'a pas beaucoup d'expérience professionnelle, parce qu'on veut savoir, par exemple, son esprit d'équipe, on peut poser des questions dans le contexte académique ou sportif, juste pour voir un peu comment tu interagis avec tes collègues, comment tu interagis avec les clients. Donc, c'est vraiment des questions au niveau du comportement et vous voulez avoir des exemples concrets. Donc, demandez des exemples, demandez qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait pendant le processus et aussi le résultat. Cela va vous permettre de comprendre plusieurs choses. Déjà, est-ce que c'est une personne qui a un esprit critique? Est-ce que c'est une personne qui peut être indépendante? Est-ce que c'est une personne qui travaille en équipe ou pas? Et aussi le tempérament de la personne. Donc, vous voulez avoir cette discussion-là. Je vous donne un exemple. Quand, par exemple, on pose la question « Que verriez-vous pour gérer un client insatisfait qui a visiblement tort ?» D'accord? Dans une situation comme ça, si moi, Jean-Marc, je devais répondre à la question, je dirais simplement, dans une situation où le client est insatisfait, mais même s'il a tort, moi, mon premier instinct, c'est de m'excuser d'abord pour le malentendu, puis ensuite demander au client qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que je peux faire pour remédier à son insatisfaction, et après, ensuite, essayer de mon possible pour arriver à un résultat positif. En tant qu'employeur, vous aussi, vous voulez montrer qu'est-ce que vous ferez dans une situation comme ça? Et vous pouvez aussi dire que dans notre culture, on ne permet pas aux clients de parler d'une certaine manière à nos collègues. Et vous voulez démontrer aussi que vous avez une culture positive qui protège les employés. Donc, dans certains cas, vous voulez montrer, parce que dans l'entrevue, vous faites, en tant qu'employeur, l'employé va aussi vous poser des questions parce que c'est une entrevue à deux sens. Vous avez l'employé, vous allez lui poser des questions, mais l'employé aussi va vous poser des questions sur l'environnement de travail et sur la culture. Alors, soyez prêts aussi à répondre à ces questions-là. N'oubliez pas qu'il peut y avoir des questions qui peuvent être à caractère discriminatoire. Vous pouvez vous renseigner, contactez-nous si vous n'êtes pas sûr de poser certaines questions, parce que ça peut, vous ne voulez pas vous mettre dans des problèmes. Vas-y, Marianne, tu as une question pour moi?
Oui, on a reçu une question quand même intéressante là, dans un contexte où on n'a pas le luxe d'aller chercher nécessairement les travailleurs qui sont les plus qualifiés possibles. Mais comment qu'on fait pour évaluer le gros bon sens en entrevue? As-tu des trucs pour ça, des types de questions qui peuvent être utiles? Ah, sur le tas comme ça, le gros bon sens en entrevue, c'est pas mal. Ben, je pense que moi, j'ai le bon sens, je l'évalue par l'esprit critique de la personne. Donc, dans une situation où, dans une situation qui n'a pas forcément qui n'a pas forcément de bonnes réponses, je veux juste savoir comment la personne réfléchit donc, par exemple, que feriez-vous pour gérer un client insatisfait? Je veux savoir un peu, il y a plusieurs manières de gérer un client insatisfait. Je veux juste savoir, par rapport à ton esprit critique, comment tu arrives à trouver la solution. Donc, et puis, si tu peux me donner un exemple de ce que tu as fait dans le passé pour gérer un client insatisfait. Donc, c'est un peu peut-être comme ça que Ouais. j'évaluerais le gros bon sens. Qu'est-ce que tu en Je suis penses? d'accord avec toi. Des mises en contexte, mises en situation pour voir comment la personne réagirait. Je pense que c'est vraiment ce qui serait le meilleur. Dans certains contextes, il peut être possible aussi peut-être de poser des questions complexes qui sont très spécifiques au poste, même si la personne n'est pas nécessairement qualifiée, juste pour voir est-ce qu'elle va s'essayer, est-ce que sa réponse va faire du sens, sans nécessairement s'attendre à ce qu'elle ait la bonne réponse, mais juste pour voir un peu son raisonnement. Ça peut être une bonne manière d'évaluer le gros bon sens. Je te laisse continuer. Merci, Marianne. Et dernier point aussi, sur l'entrevue, préparez-vous, c'est très important. Quand vous avez connaissance du CV de votre candidat, cela montre vraiment que vous valorisez la personne. N'arrivez pas à l'entrevue sans avoir lu le CV, ça peut paraître très mal, bien sûr, devant votre candidat. Alors, on va passer à la prochaine diapo. Étape à suivre lors de l'embauche. Donc, ça, c'est vraiment en termes de quand vous êtes prêt à faire l'offre d'emploi. Alors, faire les vérifications des antécédents, cela va dépendre en fait du poste. Moi, je vous dis, tout dépend de l'audience et la rapidité à laquelle vous voulez aller. Si vous avez beaucoup de compétition pour ce type de candidat-là, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire une vérification d'antécédents pour un étudiant de 15 ans, 16 ans? Euh, ça va dépendre de vous, dépendamment du poste auquel vous allez placer la personne. N'oubliez pas, vous avez 3 mois de période probatoire. Donc, dans une situation où vous voulez aller vite, la période probatoire peut vous servir de période de temps pour expérimenter avec le candidat. Bien sûr, dans des situations où vous avez besoin de faire des vérifications d'antécédents pour casier judiciaire, ça peut être utile. Dans des situations où le dossier de crédit est important, dépendamment du poste, on parle souvent aussi du conseil financier ou d'analyse financière, ça peut être important d'avoir un crédit, de connaître un peu le crédit de vos employés. Donc, ça va dépendre. La vérification des antécédents va vraiment dépendre de vous. C'est vraiment votre décision. Je vous dirais que dans la plupart du temps, quand vous appelez aussi un ancien employeur pour savoir connaître la performance de votre candidat, vous n'avez pas toujours de bonne collaboration, donc ce n'est pas toujours très efficace comme méthode. Parce que à ce niveau-là, vous voulez aller vite. Vous avez de la compétition, l'employé peut avoir plusieurs offres, surtout c'est un bon candidat. Alors, vous voulez aller le plus vite possible tout en gérant le risque. Okay? Établissement de la rémunération et des avantages. La rémunération et les avantages, dès le premier appel ou la première entrevue, ça doit être des choses qui doivent être claires. Quand vous êtes à cette étape-là, au niveau de faire l'offre, que ce soit vous ou l'employé, vous avez déjà, c'est très clair qu'est-ce qui va être la rémunération. Vous ne voulez pas commencer à négocier à cette étape-là. Parce qu'à cette étape-là, vous voulez aller très, très vite. C'est là où on perd le plus de candidats. Pour faire l'offre, prendre la décision de faire l'offre. Ensuite, importance dans le contrat de travail, vous voulez avoir l'élaboration des responsabilités, donc avec plus de détails que dans l'annonce.
les rémunérations, les avantages sociaux, les congés annuels. Donc, vous voulez avoir tous ces éléments-là dans votre offre d'emploi, dans votre contrat de travail à l'écrit, pour vous permettre de bien commencer la relation avec vous et votre employé. On a un modèle d'offre d'emploi, aussi un manuel d'employé qui va vous être envoyé à la fin de cette présentation-là. Donc, des gabarits que vous pouvez utiliser, qui ont été faits par nos conseillers aux entreprises comme Marianne, justement, et qui sont très, très généraux et vous allez pouvoir les mettre à votre goût. On va passer à la prochaine étape. Alors, l'intégration des nouveaux employés. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, dans un contexte de PME, on peut aller très vite. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de monde. Mais c'est une étape à ne pas manquer parce que c'est là où vous faites la rétention. C'est là aussi où vous donnez les outils à vos employés, à vos nouveaux employés pour qu'ils soient, pour qu'ils soient prospères dans votre entreprise. Donc, présenter les employés aux nouveaux collègues. Il n'y a rien de pire d'arriver dans un environnement où on nous lance directement dans notre travail et puis on ne connaît personne. On ne sait pas à qui aller pour des questions. Alors, il est très important de présenter à toute l'équipe pour savoir qui fait quoi et où je peux aller pour des questions en tant que nouvel employé. Parlez des valeurs de votre entreprise, c'est très, très important. Et si vous avez d'autres employés qui peuvent répéter ces valeurs-là pendant l'orientation, c'est des choses à répéter et à chaque étape. Donc, présenter les valeurs, donnez-leur un exemplaire d'un manuel de l'employé si vous en avez une, des politiques de l'entreprise. Remplissez bien sûr toutes les formalités RH, ça va de soi en termes de déduction à la source, surtout pour les employés à temps partiel qui ça peut être leur deuxième offre, leur deuxième emploi. Assurez-vous d'avoir un contact d'urgence, numéro de assurance sociale. Je dis le contact d'urgence parce que je parle à beaucoup d'employeurs qui ont des employés qui disparaissent du jour au lendemain pour des raisons médicales ou pour d'autres raisons et qui n'ont pas de contact d'urgence. C'est très, très important d'en avoir un ou deux dans le dossier, ce qui va vous permettre dans des situations où vous n'avez pas de contact de pouvoir rentrer en contact avec des contacts d'urgence. Parlez aussi des normes de santé et sécurité en milieu de travail. Si vous en avez, les processus, l'uniforme, les équipements, assurez-vous que vos employés soient familiers avec ça et donnez la possibilité, si vous arrivez à trouver un employé à l'interne qui puisse, pendant la première semaine ou les 2 premières semaines, travailler côte à côte avec ce nouvel employé-là, ça va être un bon outil d'avoir du soutien pendant ces 2 premières semaines. Et organiser des réunions fréquentes, que ce soit peut-être tous les jours, savoir comment ça se passe, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire ou à la semaine pour savoir un peu comment mieux soutenir cet employé-là. Montrez-lui que vous voulez vraiment qu'il réussisse au sein de l'entreprise. Et établissez vos attentes dès le début pour éviter toutes sortes de disciplines de rétroaction après. Donc, vous voulez vraiment que les attentes soient bien définies dès le début et rester ouvert à la communication tout au long du processus. C'est très, très important que ça soit discutant une fois par jour ou à la semaine ou aux 2 jours. Pendant les premiers mois de l'employé, ça va être très, très important de garder la communication ouverte. Alors, on va là à la prochaine diapo. Rétention, donc comme je disais, juste pour résumer, communication constante, attente claire, participation des employés dans l'environnement, culture du bien-être, donc assurez-vous que votre employé, s'il est sous anxiété, assurez-vous que votre employé se sent bien. C'est ça qui va lui permettre de revenir le lendemain et encore. Donc, et c'est aussi, si vous voulez, dans l'entrevue et dans le processus d'embauche, quand quelqu'un se sent bien avec vous, c'est un avantage compétitif. On parle de salaire, on parle de compétition des grosses entreprises. Se sentir bien dans un environnement, ça paye beaucoup en dividendes, surtout au moment de faire le choix de travailler pour quelqu'un ou pas. Donc, culture de bien-être et bien sûr, croissance et perfectionnement. On a beaucoup d'entreprises
qui n'ont pas forcément de succession. Si vous arrivez à avoir quelqu'un je parle beaucoup des firmes de comptables ou des firmes d'assurance, qui souvent, après la retraite, on ne sait pas à qui on va laisser ou si on va vendre notre entreprise ou pas. Ben là, quand vous avez des candidats, c'est des choses à partager. Si vous avez un candidat qui a un gros potentiel, mais qui peut aller travailler pour une grosse firme de comptabilité, lui parler un peu de la succession en disant que vous n'avez pas de succession forcément, mais que vous êtes intéressé à travailler avec quelqu'un que vous allez pouvoir faire grandir et peut-être un jour lui vendre l'entreprise. Ça peut être aussi un facteur de rétention. Vous n'êtes pas peut-être capable d'offrir les mêmes salaires que les gros cabinets de comptables, mais vous avez un avantage, surtout si vous prenez quelqu'un qui a un esprit d'entrepreneur. Alors, allez-y, soyez créatifs, je pense que ça peut aider, puis pensez en dehors du moule. De toute façon, vous savez déjà ce que vous faites, ça fait longtemps que vous avez vos entreprises parmi d'entre vous, vous avez déjà le courage de vous bâtir une entreprise. Je pense que ce n'est pas moi qui vais vous montrer un peu c'est quoi la créativité, mais ce webinaire était vraiment pour vous montrer des éléments ou planter la graine, si vous voulez, pour penser un peu en dehors du moule et vous donner des astuces pour le faire. On va passer à la prochaine diapo. On a des outils à l'interne de la FCEI là, pour vous aider. Donc, ViewBiz, notre plateforme en ligne qui offre des cours de perfectionnement en santé, en sécurité, en conformité, en gestion, relations clients. Donc, vos employés ont accès à cette plateforme-là quand vous êtes membre de la FCEI. Grow with Google, ça, c'est une ressource gratuite pour les PME pour permettre à vos employés d'avoir accès à des cours d'analyse de données, des gestions de projets, conception en termes d'expérience utilisateur pour votre site web. Donc, si vous avez des employés qui sont intéressés à se bâtir des habilités dans ces domaines-là, Grow with Google, c'est une plateforme entièrement gratuite qui vous donne des certificats professionnels à vos employés. D'autres ressources, on va passer à la prochaine diapo. Les ressources aux entreprises. Alors, mon équipe et moi, on est là pour vous aider à être en conformité avec le gouvernement quand il s'agit de vos employés. Donc, que ce soit au niveau de la CNSST, au niveau de l'Agence sur le revenu du Canada, l'Agence sur le revenu du Québec. Donc, assurez-vous déjà dès le début au niveau de l'embauche d'être en conformité avec les règlements gouvernementaux. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 1-833-568-3234. On a des ressources pour vous aider à aller plus vite et vous diriger vers la bonne source d'information. Donc, on va passer à la prochaine diapo. Résumez un peu, si vous voulez, les principaux conseils à retenir de ce webinaire. Donc, pensez comme les personnes que vous souhaitez embaucher. Très, très important. Connaissez votre audience. Vous avez déjà du succès avec une certaine démographie. Allez-y, exploitez-la. Allez dans ce sens-là. Soyez bref et misez sur la transparence dès le début. Dès le premier appel avec l'employé, soyez très transparent sur les avantages, sur la rémunération, sur vos attentes. Dès le début, ça va vous permettre déjà de faire le filtre des bons candidats et des mauvais candidats pour le poste. Dites à tout le monde que vous avez des postes à combler. Donc, parlez-en dans votre quartier, à vos clients, etc. Donc, à vos employés aussi. Et offrez des possibilités d'avancement, de carrière à vos employés, quelles que soient les offres qui se présentent à vous. Et bien sûr, utilisez la FCEI. Les ressources d'entreprise, on est là pour vous aider. Appelez-nous, on peut vous sauver en temps et en énergie. C'est vraiment ça que mon équipe fait, puis moi aussi, donc, et Jasmin aussi de son côté. Donc, on est là pour vous. Donc, j'espère que c'était une expérience enrichissante. J'ai vu qu'on a 8 questions déjà. Donc, Marianne et Jasmin, vous avez quelques mots pour nos membres? Moi, en fait, je veux juste rappeler là, à quel point le département de ressources aux entreprises est utile pour les membres de la FCEI. Puis j'invite tout le monde là, qui participe au webinaire aujourd'hui de garder en tête le numéro que Jean-Marc a partagé avec vous, là, le 833-568-3234.
quand vous avez une question qui concerne les ressources humaines, que ce soit pour embaucher ou toute autre question en lien avec les ressources humaines, c'est un service qui est là, c'est pour vous. Prenez le téléphone ou envoyez un courriel. Jean-Marc, Marianne, les autres membres de l'équipe vont vous répondre. Et puis, c'est vraiment un service qui est d'une grande qualité. Donc, j'encourage tout le monde à l'utiliser. Et puis, on a reçu des questions avant le début du webinaire. On a reçu des questions durant le webinaire. Donc, on va y aller. On a un bon 15 minutes là, pour échanger et répondre aux questions. Puis, félicitations, Jean-Marc, pour ta présentation. Je pense que tu as donné beaucoup d'outils, beaucoup de matière à réflexion, beaucoup d'éléments là, qui peuvent faire partie du coffre à outils des propriétaires d'entreprises pour trouver des candidats, embaucher puis les garder. Mais il y a quelque chose qui revient souvent dans l'actualité, c'est des gens qui disent être intéressés par une job, des fois même qui envoient un CV, qui envoient des messages à des propriétaires de PME puis qui ne se présentent pas aux entrevues. Il y a Christine qui a envoyé une question comme ça, là, puis elle demande comment détecter les candidats qui appliquent pour un poste puis que finalement, ils ne se présentent pas en entrevue. Y a-t-il des trucs, y a-t-il des façons qu'on peut déceler les no-shows, comme on dit dans le jargon? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, juste pour répondre à une question qui a été envoyée, les gabarits, les modèles vont être envoyés par courriel, en fait, après la présentation, ainsi que l'enregistrement de la présentation. Alors, pour répondre à la question directement, l'outil que vous avez pour vous permettre d'évaluer ça, bien sûr, ce n'est pas une science parfaite, mais c'est le CV. Le CV, regardez les dates, en fait. S'il y a un manquement entre le dernier emploi et puis le poste pour lequel l'employé postule, un manquement de 2 ans, de 1 an, de 6 mois, renseignez-vous, posez la question. Pourquoi vous n'avez pas travaillé, ça fait 1 an? C'était quoi la raison? Est-ce que c'est parce qu'on s'occupait des enfants à la maison? Est-ce que c'est parce que on s'occupait d'un proche? Est-ce que c'est pour une raison de santé, etc. Renseignez-vous. Ces éléments-là vont vous donner en fait les bons facteurs, parce que quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis longtemps, ça peut être soit quelqu'un qui est habitué à l'assurance emploi ou d'autres types de mécanismes et qui ne veut pas justement travailler, ou ça peut vraiment être volontairement quelqu'un qui avait une situation familiale qui l'empêchait de travailler. Donc, c'est des éléments qui peuvent vous servir. C'est sûr que c'est très difficile de faire le filtre, mais le CV, je pense, est un très bon outil pour se renseigner à ce niveau-là. Oui, si je peux rajouter, c'est là où on voit l'importance du screening. Donc, quand vous recevez des CV, que vous appelez la personne pour possiblement céduler une entrevue, on ne saute pas directement à savoir quand est-ce qu'on passe en entrevue, on pose des questions. Donc, essayez de poser le plus de questions possible pour essayer de déterminer l'engagement de la personne, poser des questions sur le type de poste qu'il recherche, sur ses expériences passées, comme Jean-Marc a dit, pour essayer de déceler un peu les trous, pourquoi il y a des trous dans les CV. Poser quand même certaines questions pour essayer de peut-être déceler certains red flags qu'on pourrait dire, mais malheureusement, il n'y a pas de solution magique pour ça, là. Non, il n'y en a pas, mais on utilise les outils qu'on a, le CV, l'appel avant de céduler l'entrevue. Ces éléments-là vont vous permettre si vous voulez, vous protéger des no-shows. C'est une situation dommage dans la mesure où souvent les gens vont mettre du temps dans leur calendrier, les gens vont se préparer, tout ça. La personne ne se présente pas en entrevue, ça peut être frustrant. Puis, comme Marianne et Jean-Marc le disent, vérifier le CV, essayer de faire un peu de vérification préalable, ça peut vous mettre la puce à l'oreille. C'est impossible de se prémunir à 100% contre ce genre de situation-là. Peut-être que des fois, les gens, entre la déclaration d'intérêt puis la journée de l'entrevue, ils ont peut-être même déjà trouvé un travail parce que
le marché du travail est très compétitif. Jean-Marc le disait tantôt, essayer de bouger rapidement parce que ça bouge vite et tout, des fois, il y a tellement de postes disponibles que les gens ont beaucoup de choix. Ceux qui sont sur le marché du travail, ils ont le gros bout du bâton, là, ils peuvent vendre leur force de travail quand même à beaucoup d'employeurs assez rapidement. Donc, c'est une situation malheureusement que vivent beaucoup d'entrepreneurs. Il y avait un article dans la presse il y a quelques jours justement là-dessus que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas lu déjà. Puis, parlant justement du marché du travail puis de pénurie de main-d'œuvre, il y a Chantal qui pose la question, elle, comment trouver du personnel là, dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre? On ne reçoit pas de CV. Donc, je ne sais pas, Jean-Marc, s'il y a certaines choses que tu veux dire à ce sujet-là. Oui, ben, je pense que quand on ne reçoit pas de CV, peut-être qu'il faut revoir l'offre ou la présentation de l'offre. Donc, je pense que ça, c'est la première des choses à faire. Puis aussi voir, est-ce qu'on cible la bonne audience? Est-ce qu'on cible la bonne audience pour ces offres-là? Et est-ce qu'on va où cette audience-là a l'habitude de fréquenter? Si on n'a pas de succès en ligne, peut-être que les centres communautaires peuvent être des endroits où on peut publier des offres. Peut-être que les vitrines du magasin ou du restaurant peuvent être un endroit où on peut publier l'offre. Peut-être que le bouche à oreille, c'est la meilleure façon. Donc, peut-être que si on ne reçoit pas d'offres ou d'applications à certains postes, je pense qu'il est très important de revoir l'offre en tant que telle et la stratégie aussi pour la publication de cette offre-là. Et vas-y, Marianne, pardon. Non, c'est bon, je faisais juste acquiescer. Jean-Marc a très bien répondu à la question. Okay. Ouais. Puis, je vais juste rajouter deux éléments. Là. Le premier, un élément d'expérience personnelle. Puis ensuite, qu'est-ce que la FCI fait pour trouver des solutions à la pénurie de main-d'œuvre? D'un point de vue personnel aussi, quelque chose qui m'a aidé là, au cours de mes années là, pour trouver du personnel, pour faire des embauches, c'est aussi de parler avec les employés parce que les employés, là, ils peuvent avoir des amis, des connaissances, des gens avec qui ils ont étudié, tout ça, qui se disent, lui ou elle, là, ça serait un bon fit pour l'entreprise. Puis des fois, on ne reçoit pas de CV parce que c'est peut-être difficile de se démarquer ou je ne sais pas quoi. Il y a toutes sortes de raisons, mais quand Jean-Marc disait plutôt, là, parler avec vos employés puis essayer de les inclure dans le processus, ça, je pense que ça peut aider aussi les entreprises qui ont un petit peu plus de difficultés à recevoir des CV parce que là, il y a des gens qui, au sein de l'entreprise, qui se disent, là, moi, j'ai un ami, un ancien collègue dans une autre place, je vais l'approcher, tout ça. Donc, ça peut être aussi une façon de combler le manque de CV, de passer à travers son réseau de contacts, son réseau d'employés. Puis, une des raisons qui est le plus souvent mentionnée par les entrepreneurs qui n'arrivent pas à trouver du personnel, c'est justement ce que Chantal disait, là, il n'y a pas de CV qui rentre, il n'y a pas de personne qui applique. Puis nous, à la FCI, qu'est-ce qu'on fait dans nos rencontres gouvernementales pour essayer de renverser la vapeur puis qu'il y ait plus de gens sur le marché du travail? C'est améliorer le système d'immigration. Donc, l'immigration, ça veut dire plus de travailleurs qui viennent travailler au pays plus rapidement, puis que les immigrants qui viennent chez nous, que ça vienne aussi combler des postes qui sont à combler sur le marché du travail. Donc, qu'il y ait un meilleur arrimage entre les gens qui viennent chez nous et les besoins qui sont à combler sur le marché du travail. Et ça, c'est une première chose qu'on dit. Ensuite, améliorer la formation. Puis là, la formation, c'est deux choses. La première, c'est évidemment la formation, je dirais, à l'école là, académique ou dans les écoles de métiers, ces choses-là. S'assurer que la formation vienne combler, encore une fois, les besoins sur le marché du travail. Puis aussi, améliorer la formation en entreprise, parce qu'il y a beaucoup de PME qui vont embaucher du personnel, puis ils font de la formation sur place, en entreprise, puis ils montrent aux gens comment accomplir les différentes tâches. Il faut que ça soit reconnu officiellement. Il faut qu'on aide les entrepreneurs à pouvoir faire cette formation-là, puis
quand on donne davantage de formation aux employés puis qu'il y a davantage d'opportunités de formation comme ça, mais souvent les gens restent plus longtemps. Donc, il faut vraiment s'assurer d'améliorer toutes les politiques publiques qui entourent la formation. L'autre chose que je veux dire, c'est qu'il faut donner plus de ressources financières aux entreprises. Donc, les taxes sur la masse salariale, tous les autres types de taxes, il faut vraiment les baisser ou à tout le moins les garder au niveau actuel pour que les entreprises aient plus de moyens financiers pour faire face aux défis de la main-d'œuvre. Investir dans l'automatisation, c'est une autre solution. Ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent aller vers ça, mais c'est certainement une solution pour beaucoup. Et je terminerai en disant aussi qu'il faut s'assurer que les programmes du gouvernement incitent les gens à retourner sur le marché du travail le plus rapidement possible. Donc, que ce ne soit pas possible, des programmes comme l'assurance-emploi, par exemple, que ça ne soit pas nécessairement trop facile ou trop généreux. C'est un programme d'assurance, c'est pour permettre aux gens qui ont malheureusement une situation difficile puis qui perdent leur emploi, ça les aide à transiter vers un autre emploi, mais il faut que les programmes incitent les gens à retourner sur le marché du travail le plus rapidement possible. Donc, c'est ce qu'on fait à la FCI pour essayer de pallier un peu aux pénuries de main-d'œuvre qu'on connaît présentement. Marianne, est-ce que tu as une question que tu souhaitais poser ou Jean-Marc? Oui, je vois une question ici qui va se répondre vraiment rapidement. Est-ce que les vérifications de dossiers de crédit ou judiciaire, nous devons payer les frais ou est-ce que c'est à l'employé de payer? Donc, c'est vraiment à l'employeur de payer. On ne peut pas faire payer le candidat, malheureusement. Okay. Sinon, tu as une question que tu veux poser, Jean-Marc? Non, on en a reçu plusieurs, mais notre entreprise pourvoit des emplois saisonniers, comment rendre le tout sexy pour attirer les gens à appliquer chez nous. Je pense que si on offre de l'emploi saisonnier, là, c'est encore une fois, dans le passé, quelle était l'audience ou la démographie avec qui vous avez eu le plus de succès? Puis à partir de là, l'offre, vous allez pouvoir vous allez pouvoir la rendre attrayante à cette audience-là. Tout comme quand vous vendez un produit, quel que soit le produit, je pense que c'est de là que ça va venir là, pour rendre ça sexy, comme vous avez dit. Ça va dépendre de l'audience que vous cherchez à attirer. À partir du moment où vous connaissez votre audience, si elle est jeune, votre audience, si c'est une audience saisonnier, peut-être qui travaille entre l'été et la période scolaire, peut-être que vous allez viser les réseaux sociaux, les médias sociaux. On avait une de nos collègues qui disait que l'employeur de sa fille utilisait TikTok, la plateforme TikTok, pour aller chercher des jeunes pour travailler dans leur parc d'attractions. Donc, c'était une manière, si vous voulez, un peu hors du commun d'aller chercher l'audience. Donc, une fois que vous connaissez votre audience, vous allez pouvoir aller, si vous voulez, présenter votre offre d'emploi de cette manière-là. Oui, si je peux rajouter là-dessus, Jean-Marc, posez-vous la question, qu'est-ce qu'une personne pourrait aimer à faire un travail saisonnier? Il y a tout plein de types de personnes. Ça peut être des gens qui, pour eux, je cherche le terme français, là, mais un commitment, c'est trop gros. Donc, eux autres, ils aiment ça changer d'emploi. L'engagement, merci. Donc, ils aiment ça changer d'emploi. Donc, pour eux, un travail saisonnier, c'est parfait. Ça leur permet d'avoir un travail pendant l'été et ensuite de changer à l'hiver. Donc, ils n'aiment pas ça, la monotonie. Donc, faites juste vous poser des questions et vous allez finir par trouver une personne qui veut ce type de poste-là. Ça peut être des étudiants, ça peut être des gens qui n'aiment pas la monotonie, comme j'ai dit. Ça peut être des gens qui ont des entreprises de déneigement pendant l'hiver ou des entreprises de jardinage pendant l'été qui cherchent des emplois dans la saison morte. Là. Donc, juste vous poser des questions, vous allez trouver des réponses. Et puis, il reste 2 minutes. On peut prendre une ou deux autres questions. Il y en avait une ici, là, d'Élodie, là, qui disait, là, qui revenait un peu sur comment garder un employé quand on n'a pas les ressources pour offrir des avantages comme les avantages que les grandes entreprises offrent. Donc, c'est quoi certains trucs, là, peut-être revenir sur les trucs pour les PME là, afin qu'elles puissent garder à long terme leurs employés?
J'aimerais ça, avant que tu ailles, Jean-Marc, partager ce que j'avais lu dans un article de la presse, je pense. Ça fait quelques mois, j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est un restaurant qui faisait ça, si je ne me trompe pas. Cet entrepreneur-là, en fait, lui, il remboursait des dépenses de ses travailleurs. C'est pas des grosses dépenses, là. Ça peut être un abonnement Netflix, ça peut être un abonnement au gym, ça peut être une paire de souliers. Donc, il mettait un certain montant d'argent, soit mensuel, trimestriel, peu importe, annuel, selon ce que vous êtes capable de faire. Et il remboursait en fait cette dépense-là. Ça permet d'attirer des jeunes. Moi, j'ai trouvé ça quand même génial, là. Vas-y, Jean-Marc. Oui, non, mais c'est tous ces éléments-là. Je pense que quand on n'est pas en mesure d'offrir les mêmes avantages que les grandes entreprises, notre compétitivité à nous, c'est généralement dans une petite PME, c'est notre agilité. On a peut-être plus d'espace pour être agile. Si c'est quelqu'un qui cherche la croissance ou le perfectionnement, ben, on peut offrir à un employé qui commence de toucher un peu de tout, ce qu'il ne ferait pas dans un environnement de grande entreprise où il serait forcément coincé à faire une seule tâche. On peut exposer cette personne-là à toutes sortes d'expériences. On peut aussi démontrer la flexibilité de notre culture. Si jamais on est capable d'offrir du temps partiel, à temps plein, si on est capable de permettre à quelqu'un qui va à l'école, des jours où on a des examens, de ne pas avoir à travailler certaines heures avant un examen. C'est ce genre de méthode-là qui vous permet de retenir votre talent et ne pas les perdre aux grandes entreprises qui n'offrent pas forcément toutes ces flexibilités-là. Il y a toutes sortes on peut parler jusqu'à demain là, d'astuces, de choses à faire. Moi, je vous invite aussi à nous appeler ressources entreprises si vous voulez qu'on discute un peu de votre situation, puis de partager des idées de ce qu'on peut faire, puisqu'on a entendu aussi d'autres employeurs, parce qu'on peut partager ça, donc des petites choses qui pourront vous aider aussi à la rétention et à offrir d'autres types d'avantages. Parce que les avantages, ce n'est pas juste les REER, ce n'est pas juste les avantages collectifs, c'est aussi la culture de l'entreprise. Ouais. Et si je peux me permettre d'ajouter un point là-dessus, là, donc, dans des sondages qu'on a fait là, auprès de vous, là, puis des employés de PME, là, l'environnement de travail dans une PME, c'est un des avantages, souvent un environnement de proximité où on vient à connaître davantage les gens, la flexibilité là, dans les horaires de travail, des choses comme ça. C'est vraiment un des avantages de travailler pour une PME. L'équilibre entre vie personnelle et travail, souvent qui est plus facile à coordonner au sein d'une plus petite entreprise. Les relations interpersonnelles, je l'ai mentionné, ça vient souvent en haut de la liste. La variété des tâches, des fois, quand on travaille pour une très grande entreprise, les tâches deviennent monotones, répétitives assez rapidement. Dans une petite entreprise, il y a beaucoup de variétés de tâches et aussi la reconnaissance. Hein? Des fois, dans des grandes organisations, pour avoir, en tant qu'employé, une reconnaissance par rapport aux tâches qu'on fait, ben ça prend du temps, il y a beaucoup d'échelons hiérarchiques, puis là, tu sais, je dis, tout le monde tire un peu la couverte de son côté, alors que dans une plus petite organisation, la reconnaissance, pour des gens qui aiment ça, savoir que leur travail est reconnu puis qui sentent qu'ils ont vraiment une emprise sur l'organisation dans une petite entreprise, ça vient plus rapidement. Donc, c'est des éléments aussi à garder en tête là, pour votre pitch de vente quand vient le temps de dire « Hey, c'est le fun de travailler pour une PME, puis voici pourquoi c'est le fun. » Et d'ailleurs, dans un récent rapport qu'on a fait sur la santé mentale au sein des PME, il y avait toute une liste d'avantages pour travailler au sein des PME. Donc, allez jeter un coup d'œil, puis vous allez voir là, que ça va vous aider des fois à dire aux gens ben, pourquoi c'est plus avantageux de travailler pour une PME des fois que pour les grandes entreprises. C'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Je voudrais remercier Jean-Marc et Marianne pour le travail exceptionnel qu'ils ont fait aujourd'hui pour présenter et répondre à vos questions. Donc, je tiens à vous remercier et à vous féliciter tous les deux. Et si on passe à la prochaine diapositive,
Il y a quelques rendez-vous que vous pouvez mettre à votre agenda. L'Assemblée générale annuelle des membres de la FCI en mode virtuel le 2 juin. Donc, si je ne me trompe pas, ça, le 2 juin, c'est la semaine prochaine. Donc, mettez ça à votre calendrier. Notre prochain webinaire sur la gestion de la dette d'entreprise, ce sera le 16 juin. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire. Et on aura également un autre webinaire sur les perspectives économiques de l'avenir, donc le 21 juillet, avec notre équipe de recherche. Je vous redonne le numéro de téléphone pour appeler les ressources aux entreprises, le 833-568-3234. Jean-Marc, Marianne et leurs collègues sont là pour vous. Appelez-les et puis posez vos questions. On est sur Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. N'hésitez pas à nous suivre sur les médias sociaux. Vous allez recevoir l'enregistrement du webinaire. Vous allez recevoir la présentation qu'on a partagée avec vous aujourd'hui et d'autres ressources qui vont être envoyées, là, qui vont vous aider là, à faire face à certains défis de ressources humaines. Jean-Marc, Marianne, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, écoutez, c'est toujours un défi de pouvoir répondre à toutes les questions dans le temps, et puis on essaie de respecter le temps de tout le monde. Si on n'a pas pu répondre à vos questions, n'hésitez pas à nous appeler pour qu'on se fera le plaisir de discuter avec vous. C'est pas une science exacte. C'est plutôt un débat d'idées. Nous, on prend notre expérience, on entend ce qu'on entend d'autres entrepreneurs, ce qui marche, ce qui marche pas, et on partage ça avec vous. Donc, appelez-nous, on va discuter de votre contexte et on va tenter de vous aider avec la problématique, les défis auxquels vous faites face. Donc, c'était un plaisir pour moi de partager de l'information aujourd'hui. Marianne? Oui, merci d'avoir été là avec nous. Merci à toi aussi, Jasmin, et félicitations pour ton bon travail aussi. Si vous n'aimez pas prendre le téléphone, vous pouvez aussi nous écrire via le portail des membres, puis on va vous répondre par courriel. Merci. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir.